Régolithe, ça vient du mot régos et lithos. C'est une fine couche, une couverture en fait de poussière. Et j'ai choisi ce titre-là parce que ça traverse toutes les œuvres qui sont présentées dans le contexte de l'exposition dans les ateliers, avec en même temps la première série qui s'appelle Ascension lithique, où c'est un ensemble de clochers qui sont représentés avec différents types de grisailles. Et c'est né de mes nombreux déménagements, parce que cette figure du clocher et de la pointe, elle revient à chaque fois dans les villages, que ce soit en France, en Europe, mais même dans le monde, dans des formes différentes. Et du coup, le rapport au sacré comme ça, pointu, moi, ça m'interrogeait beaucoup, parce qu'il y a ce côté un peu agressif et conquérant, et la flèche qui vient comme ça traverser et pénétrer le ciel. Et j'avais envie de faire comme une série presque d'armes ou de silex qui soient posées en ligne. C'est pour ça qu'elles sont dans des teintes un peu rouille, un peu argileuses, pierreuses, pour qu'on ait en même temps une sensation de choses un peu agressives, et en même temps que ça nous rappelle quelque chose, parce que j'aime bien que les formes elles soient pas données, qu'on se dise ça vient me rappeler quelque chose sans qu'on sache exactement quoi, qu'il y a une part active dans la découverte quand on les regarde. La fabrication, je commence toujours par avoir une longue série de recherches sur tout d'un coup une envie qui pousse, et d'aller encore une fois chercher sur les différents continents, les différentes époques, pour avoir un même questionnement, mais qui soit le plus riche et le plus varié possible. Une fois que j'ai trouvé ma thématique, je vais venir faire des dessins. Et une fois que j'ai mes dessins, je pars donc toujours du travail d'une plaque de verre, et je vais venir utiliser de la grisaille, qui est ce mélange d'oxyde qui est utilisé pour notamment les vitraux. Et je vais venir déposer ma fine couche de grisaille, et il faut que ça marche du premier coup, parce que sinon il faut tout enlever et tout recommencer. Et une fois que je suis contente du résultat, comme ça fait une quinzaine d'années que je le travaille, j'arrive quand même un peu à l'accompagner, je vais venir évider et enlever tout ce que je ne veux pas garder, pour venir presque déposer la forme comme une sculpture dans un espace vide. Et ensuite c'est cuit. Donc c'est cuit quasiment à 700 degrés, et ça rentre à l'intérieur du verre. Donc c'est en même temps fragile parce que c'est du verre, mais il fait quand même 4 mm. Et en même temps c'est extrêmement robuste, parce qu'on voit des églises qui sont même encore du 12e avec des vitraux et des peintures qui ont pas bougé. Donc c'est ça que j'aime bien aussi au travers du verre, c'est que ça raconte ces deux choses-là. Et ça me donne l'impression de fossiliser des dessins, parce qu'on a vraiment cette matière qui est en même temps rocheuse, en même temps presque organique, en même temps ça nous rappelle ces formes de fossiles qu'on va venir découvrir à l'intérieur des roches. Donc la matière même, elle est déjà hyper dense et hyper chargée. La pièce qui est donc posée comme une architecture s'appelle la grève. Les grèves, c'est ces gros rochers qui sont juste à côté de l'océan, qui viennent un peu être mangés parfois comme ça par les remous. Et moi, je marche énormément, que ce soit à la montagne, que ce soit en ville. Enfin, j'ai vraiment besoin, pour réfléchir et pour me déplacer, d'être dans une lente déambulation, longue. Et c'est un peu ça que raconte cette pièce-là. C'est-à-dire que c'est un peu comme un observatoire. Enfin, on voit cette forme qui est en même temps très figée, et en même temps elle est en train de couler, en train de basculer d'un mouvement vers l'autre. Et c'était aussi une pièce qui venait après une première série en 2016 qui s'appelait Le Seuil des chutes, et un texte qu'Aurélien Barraud m'avait écrit qui s'appelait Chute libre, chute liée, sur justement ce moment juste avant le fait de basculer d'une étape ou d'une pensée vers l'autre, ou mécaniquement, ou en termes de physique même. Enfin, moi j'aime beaucoup essayer de sentir le moment qui est juste avant le basculement. Et la petite pièce qui est à côté, c'est un ensemble comme un petit banc d'école ou un banc d'église qui est déconstruit. Donc quand on le regarde, on reconnaît aussi quelque part des formes. On pourrait reconnaître un plateau, on pourrait reconnaître des pieds, mais tout d'un coup, ce qui est en creux vient aussi être mis au milieu avec un jeu d'échelle. Enfin, j'aime bien tout ce qui est un peu travail de construction, déconstruction, architecture, charpente, et la façon dont on construit. Est-ce que ça raconte aussi de la façon dont on se construit nous? Donc c'est un peu des architectures impossibles
qui sont en même temps assez faciles à lire, mais impossibles à véritablement rassembler. J'ai eu envie de faire aussi un tapis de verre qui est né d'un projet auquel j'ai répondu, donc auquel j'ai candidaté, qui s'appelait le projet Koal, dont la thématique c'était plantes. Et du coup, ça a impulsé l'envie de faire une double pièce. Donc ce tapis de verre au sol, parce que la question du tapis, elle est en même temps ornementale dans des grands espaces très majestueux et en même temps c'est un peu l'espace intime où on peut l'avoir au milieu de son salon. Donc le tapis, ça parle de façon différente. Et puis le motif, j'ai voulu aller chercher des motifs de vase, un peu comme j'ai pu faire avec les motifs des clochers. Il y a toujours cette question de la topologie des formes, d'aller dans beaucoup de cultures où le vase, c'est en même temps un vase qui peut être mortuaire pour mettre des plantes, pour mettre de la nourriture. Enfin, c'est un contenant qui vient gratter des souvenirs dans plusieurs directions, qui a des formes très différentes en fonction aussi des cultures, mais qui reste un réceptacle. Et sur ce réceptacle, je suis venue graver des plans de jardin. Ça fait aussi partie des choses qu'on travaille depuis longtemps avec Norbert Godon sur les formes élémentaires, mouvements et géométrie de la pensée, c'est-à-dire comment on fabrique des espaces, des plans, des déambulations, comment on construit en fonction des époques et qu'est-ce que ça raconte des époques elles-mêmes. Donc là, j'avais envie que ce vase il soit en même temps transparent, il reflète la lumière. Et en même temps, on a toujours très souvent des motifs qu'on retrouve en archéologie sur ces différents vases. Et là, on se retrouve avec du coup des plans dans lesquels on peut encore une fois pas vraiment déambuler puisqu'ils sont à plat. Il y a toujours aussi, j'aime bien jouer entre du volume et de la mise au plan où du coup c'est le cerveau qui est obligé d'aller remettre les choses en espace. La première fois où c'est apparu cette envie de faire des objets photographiés qui sont sculptés au travers de la lumière, c'était après un voyage en voilier où c'était une nuit qui était extrêmement claire avec la lune, un ensemble d'étoiles qui faisait aussi que les formes étaient vraiment très sculptées et émergées comme ça de l'océan qui était complètement noir, profond. Et puis on apercevait en avançant avec le voilier ces formes de façon assez fugace. Et j'ai eu envie encore une fois de me saisir du matériau vert, mais pour fabriquer des objets que je ne montre pas. C'est un peu une boîte noire, c'est-à-dire je ne montre qu'un point de vue qui est sculpté au travers de la lumière. Et donc le premier, c'était une dent de conodonte, qui est un tout petit ver qui avait des dents d'1,5 mm qui servent de microfossiles de datation. C'était Nicolas Goudement qui m'avait parlé de ce projet dont il est spécialiste. Et j'avais travaillé en collaboration avec une photographe qui s'appelle Flora Fonzuti. Et donc la dent, elle forme comme une forme de paysage d'un microfossile qui sert lui-même à dater le paysage. Là où la seconde série que j'ai développée cette année avec Damien Arletas, qui est également photographe, ce sont des tubercules de fleurs qui ne sont pas reconnaissables parce que le but, c'est que là, je le raconte, mais on peut simplement regarder les objets émerger sans forcément avoir d'explication. Et donc c'est un ensemble de tubercules de fleurs que je suis venue faire en moule avec un moule silicone pour la première étape pour vraiment venir chercher le maximum de détails. Après, c'est de la cire perdue, des moules réfractaires, un peu comme on pourrait couler des sculptures en bronze, sauf que moi, je viens y déposer du verre noir, ce qui fait qu'on est sur des températures de plus de 1000 degrés où ça vient fondre et ça vient épouser le moule. Et je viens fabriquer quelque part une nouvelle roche, en tout cas une nouvelle forme après qui est densifiée, que je viens photographier. Je pense que la fragilité de la grisaille m'a amené à avoir envie d'avoir une pratique du dessin, mais en étant sur une forme d'équilibre précaire que j'aime beaucoup parce que, comme je le disais tout à l'heure, soit ça marche du premier coup, soit il faut tout enlever et tout recommencer. Et le fait d'avoir vraiment la mine de 3 mm entre les doigts, ça force à être hyper rigoureux et ne pas réfléchir à autre chose, vraiment être dans la densité de sa main. Et du coup, c'est au bord de la casse. D'ailleurs, ça casse souvent, mais ça permet d'être dans un rythme plus dense. Donc ce dessin, il s'appelle empreindre parce que ça veut dire marquer la surface de quelque chose. Et pour ces dessins-là, même s'il y a des formes neuronales qui ont tendance à ressortir, j'essaie vraiment de ne pas réfléchir et d'être dans un lâcher-prise de la main qui décide de ce qu'elle a envie de faire. C'est moins conceptualisé que les autres pièces.
En fait, quand on entend Sarah parler de Léo Janáček qu'elle a choisi en regard de mes pièces, c'est le même vocabulaire qui ressort en termes de silence, de côté éruptif, de le fait de se mettre en recul et puis que les émotions elles jaillissent, que ce soit en même temps doux mais très rugueux. Enfin, le fait de rester le plus proche possible des méandres et de la façon dont la pensée elle peut sauter d'une chose à l'autre, ça c'est quelque chose qui du coup est profondément lié à la façon dont je travaille. J'essaie vraiment toujours de rester le plus proche d'un état de transition dans les pièces. Et c'est aussi le cas dans les pièces de Léo Janáček qu'on entend. Alors, le projet esthétique de Janáček, le cœur de son projet, ça a été de créer un langage musical capable de traduire avec la plus grande justesse et la plus grande souplesse possible le cours capricieux de notre vie intérieure, comme il le disait, capable de traduire les mystères de la psyché. Ça, c'est une expression qu'il a même utilisée dans des écrits, dans des articles, puisqu'il a produit un certain nombre d'ouvrages théoriques, même techniques, ce qu'on ignore encore beaucoup en France, parce que la plupart ne sont pas traduits. Il voulait traduire les mystères de la psyché, ses méandres les plus secrets, sa complexité. Et pour lui, chaque son, chaque note devait trouver son origine dans ce qu'il appelait la substantialité des phénomènes. Phénomènes naturels, phénomènes biologiques, physiques, psychologiques. Sa musique devait dire à la fois le cours imprévisible de notre vie intérieure, mais de la vie en général, des événements qui la rythment, le mouvement imprévisible des éléments naturels, la lumière, le vent, l'eau. Et chaque note devait jaillir de cette vie-là, n'avait droit à l'existence que si elle jaillissait de cette vie-là. Il disait « ma musique est une musique comme découpée dans la chair vive ». Et aller vers la musique de Janáček, qui a, en dépit de ce que Janáček a pu en dire, plus d'un trait commun, plus d'une caractéristique commune avec la musique de Beethoven, finalement ça m'a semblé plus juste, parce que quand même dans le temps on est un siècle plus tard, et du coup on est dans un langage harmonique qui n'est plus complètement tonal, qui reste rattaché à la tonalité toujours, c'est-à-dire que Janáček, contrairement à d'autres créateurs de son époque, n'a pas abandonné cette grammaire, mais par contre il a enrichi le vocabulaire. Il s'est un petit peu émancipé par rapport à ce système d'écriture en osant de nouvelles couleurs, des enrichissements harmoniques, en osant aussi des enchaînements de couleurs, des enchaînements d'accords tout à fait singuliers, tout à fait nouveaux, qui n'entraient pas dans la grammaire tonale. Et j'aime justement cette audace, cette étrangeté, qui me semblait intéressante de placer en regard du travail de Sophie. En plus du fait que la musique de Janáček a donc, mais comme la musique de Beethoven, comme d'autres musiques aussi, mais c'est vrai que j'avais pensé prioritairement à ces deux-là, une dimension donc contrastée, intense, chaotique, bouillonnante, une musique éruptive, faite de jaillissements, de spasmes, de fulgurances, d'emballements soudains, qui nous mènent à des sommets de tension immédiatement suivis d'une rupture, d'une cassure, d'un silence, d'un changement complet de décor, d'ambiance. Une musique qui fait coexister les affects et les climats les plus divers sans aucune transition, qui peut être simultanément véhémente et tendre, lumineuse, ou bien empreinte d'angoisse et de nostalgie au cœur d'un souvenir lumineux, joyeux.